je fais de la traduction simultanée. En grec, je me type dit, mais là, j'ai rien à. En tout cas, monsieur, dame, bonsoir. Donc, je vous présente Michael Lowy. Mais qui est Michael Lowy? Who is Michael Lowy? Michael Lowy est franco-brésilien. Il est né à São Paulo, au Brésil. Il y a passé son enfance, sa jeunesse, il y a fait ses études et il y a débuté comme professeur d'université. Puis il est venu à Paris dans les années 60 pour travailler et passer sa thèse, qu'il a réussi brillamment. Je vais essayer de retrouver le titre. C'était Théorie de la Révolution chez le jeune Marx. Je précise tout de suite que ce n'était pas une thèse sur le cinéma, c'était pas Groucho, c'était K. À la suite de quoi, il est allé ici, beaucoup là-bas, encore ici, encore là-bas. Il a beaucoup voyagé donc. Et puis il est revenu fin des années 60, début des années 70 en France, où il a exercé en tant que professeur à Paris 8. Et puis ensuite, il a été chercheur au CNRS. Et puis enseignant à l'école des hautes études en sciences sociales. Bref, c'est un sociologue et un philosophe de la pensée marxiste. Forcément qu'une personne comme M. Lowy en a beaucoup dans la tête. Donc il a beaucoup écrit. Je ne vais pas pouvoir vous brosser toute sa bibliographie parce que la soirée n'y suffirait pas. Je vais vous donner ses derniers titres depuis les années 2000. Allez, hein, vous pouvez noter, parce que ces livres sont tous en vente, bien entendu. Sociologie et religion, approche dissidente, 2006 au PUF avec Erwan Niantel. Sociologie et religion, mais approche insolite, au PUF, 2009, avec la même personne. Che Guevara, une braise qui brûle encore, avec Olivier Besancenot, au Mille et une nuits, en 2007. Écologie critique de la pub, aux éditions Silex, en 2010. Max Weber, les paradoxes de la modernité, au PUF, 2012. Et puis, l'éco-socialisme, l'alternative radicale à la catastrophe écologique capitaliste, au Mille et une nuits, en 2011. Voilà pour ces derniers titres. Best-seller, n'hésitez pas, dans toutes les bonnes librairies. En 2001, il a rédigé avec Joël Quevel le manifeste éco-socialiste international qui a servi de référence en octobre 2007 à la fondation, à Paris, du réseau éco-socialiste international. Cet écosocialisme, il est un des principes fondateurs du NPA et puis aussi, il fait partie de la pensée du Parti de gauche. Et en décembre 2012 ont eu lieu les premières assises pour l'écosocialisme organisées par le Parti de gauche, d'où est sorti le manifeste intitulé 18 thèses pour l'écosocialisme. Alors ici, il n'y en a qu'un seul exemplaire, c'est René Pinturo qui l'a. Voilà. Ah, il y en a deux, pardon. Veuillez m'excuser. Donc c'est eux qu'il faut aller voir pour... si vous voulez le feuilleter, mais bientôt il sera en vente au modique prix de 2 €. Voilà. Comment? Ils sont en commande. En 2009, il y a aussi eu à Belém, la Belém, le Forum social mondial, donc Belém, ville brésilienne, l'histoire de l'Amazone. Ce forum social de Belém qui faisait se rencontrer des organisations citoyennes du monde entier sensibles à l'altermondialisme. Et à l'issue de ce forum de Belém a eu lieu la rédaction de la déclaration écosocialiste de Belém. Donc vous voyez que ce mot écosocialisme revient beaucoup, normal, puisque c'est la thématique de ce soir. Mais l'écosocialisme, qu'est-ce? Est-ce une utopie? Est-ce une stratégie économique? Ou est-ce une autre manière de vivre et de concevoir son rapport au monde? Ces questions essentielles, ce n'est pas moi qui vais dire non, je ne suis pas là pour ça, mais je laisse la parole avec elle et je vous souhaite une bonne soirée. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité, les amis Poitiers. C'est une occasion
occasion pour moi très précieuse de pouvoir dialoguer et échanger avec vous. Alors, je réponds tout de suite à la question de la camarade en disant oui aux trois questions, c'est-à-dire l'écosocialisme, c'est une utopie, c'est une stratégie économique et c'est une nouvelle manière de vivre. Ça essaye d'être tout ça à la fois. Mais bon, commençons du début. Et j'aime commencer en citant une formule bien connue du révolutionnaire italien Antonio Gramsci, qui disait qu'un révolutionnaire, un socialiste, doit combiner le pessimisme de la raison avec l'optimisme de la volonté. Alors, je vais commencer avec le pessimisme de la raison, premier chapitre. Alors, je dois vous annoncer que, du point de vue écologique, les choses vont mal. C'est-à-dire, nous sommes déjà au début d'une crise écologique très sérieuse, qui se manifeste de mille façons. La pollution de la terre, de l'air, l'empoisonnement de l'eau, les lavages folles, les tempêtes qui détruisent des villes entières, des sécheresses inexplicables, etc. Bon, longue liste de choses qui montrent qu'on est déjà entré dans une période de crise écologique. Mais tout ça, ce n'est que les débuts, n'est-ce pas? Les scientifiques nous expliquent que si on laisse les choses continuer, comme jusqu'ici, c'est ce qu'on appelle, dans le langage des experts, business as usual, si on laisse business as usual continuer, dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, j'insiste, les décennies, ce n'est pas un siècle, et pas 2 siècles, c'est dans les décennies qui viennent, nous allons assister à la catastrophe la plus grave de toutes celles-ci, qui est le changement climatique, les réchauffements globaux. Ça veut dire quoi? Bon, à cause de gaz à effet de serre produits par la combustion des énergies fossiles qui s'accumulent dans l'atmosphère, la température de la planète est en train de monter. Et les scientifiques nous expliquent, elle a déjà monté de presque 1 degré, mais en fait c'est plus qu'1 degré, c'est 1,5, c'est déjà pratiquement décidé, enfin on ne peut plus l'empêcher. Si on dépasse 2 degrés, va se déclencher une série de mécanismes de feedback, comme on dit, et qui vont nous conduire à disons, un processus déjà irréversible, incontrôlable de réchauffement global, qui va voir la température monter à 3, à 4, à 5, 6, 7, on ne sait plus où ça va s'arrêter. Bon. Et à partir d'un certain moment, on ne peut pas déterminer exactement, on verra des phénomènes suivants se développer en grande échelle. La désertification. Certains scientifiques ont calculé les déserts du Sahara va arriver jusqu'au port de Rome, par exemple. Et comme conséquence de la désertification, les rivières qui sèchent et l'eau potable qui, petit à petit, disparaît. Et ensuite, on va assister à la fusion de calottes polaires du Groenland au nord et de l'Antarctique au sud, et la montée inexorable des eaux. Alors, si l'eau des océans monte de 1 à 2 mètres, les principales villes de la civilisation humaine, c'est-à-dire, pas Poitiers, mais enfin, Les Havre, Marseille, Amsterdam, Venise, Rio de Janeiro, Hong Kong, etc., bon, New York, Londres, seront submergés par la mer, 1 à 2 mètres. Maintenant, si l'ensemble de glace polaire du Groenland et de l'Antarctique venait à fondre, la mer, le niveau de la mer monterait de 70 mètres. 70 mètres. Évidemment, ça ne va pas se passer la semaine prochaine. C'est pas imminent, c'est quelque chose qui se fait lentement, mais qui peut s'accélérer de façon inopinée. Et on ne sait pas
quand ça peut arriver, mais j'insiste, ce n'est pas dans un siècle. Hein, pas dans un siècle. Personne ne peut dire exactement quand, mais les scientifiques disent que c'est une question de quelques dizaines d'années si on laisse business as usual continuer. Bon. Voilà, c'est une catastrophe écologique, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Hein, la Bible parle du déluge, mais enfin, on ne sait pas si ça a vraiment eu lieu. Bon, il faut chercher dans des aires géologiques très anciennes, avant le Pléistocène, je ne sais pas, il y a quelques millions d'années. Il paraît que, effectivement, il faisait très chaud, il n'y avait pas des glaces polaires, et la mer couvrait la plupart des continents. C'était il y a plusieurs millions d'années. Hein. Voilà où il faut remonter pour trouver quelque chose de comparable. Voilà un danger, donc sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Alors, à qui la faute? Ah oui, oui, la question c'est pas à qui la faute. Alors, les scientifiques nous disent c'est à la faute de l'action humaine. C'est ce qu'on appelle, disons, le résultat. C'est pour ça qu'on parle de l'anthropocène. Hein. On est entré dans une ère géologique où l'action humaine change le climat. Bon, c'est l'action humaine. Sauf que cette réponse est scientifiquement correcte, mais politiquement un peu courte. Pourquoi? Parce que les êtres humains vivent sur cette planète il y a, je ne sais pas, plusieurs dizaines de milliers d'années, et le réchauffement global, c'est un phénomène qui a commencé il y a à peu près 2 siècles, avec la révolution industrielle, qui commence à brûler le charbon, etc., après le pétrole, et qui s'est énormément accéléré dans les dernières 30 années avec la globalisation capitaliste néolibérale. Bien. Donc, je pense que nous devons répondre, une réponse qui est politique. La faute, ce n'est pas l'action humaine en général, l'humanité en général, c'est, disons, au mode de production et de vie dans lesquels nous sommes, c'est-à-dire la civilisation capitaliste, industrielle, moderne. Voilà le responsable. Et effectivement, la logique du système capitaliste exige l'expansion illimitée, l'accumulation illimitée des productions, du profit, de la consommation, etc. Donc, elle conduit inévitablement à, disons, se confronter, à se choquer, à transgresser, à briser les frontières naturelles et les écosystèmes, et donc à conduire à cette catastrophe prévisible. Voilà où nous en sommes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font le responsable de la planète? C'est-à-dire les gouvernements, les institutions internationales, etc. Bon, la réponse est très simple, pratiquement rien. Pratiquement rien. C'est-à-dire, si on voit les grandes conférences internationales qui ont eu lieu à Copenhague, à Doha, à Durban, j'ai perdu la liste, à Mexico, à Cancun, à Rio plus 20, etc. Bon, des grandes messes, des grandes réunions, tous les représentants des gouvernements se réunissent, la Banque mondiale, les Fonds monétaires internationaux, les experts, les économistes, tout le monde s'est réuni, ils discutent, etc. Ils disent oui, c'est vraiment un problème, il faut qu'on empêche la température de monter, si ça dépasse 2 degrés, c'est grave, oui, il faut faire quelque chose. Ben, nous en appelons à la bonne volonté des gouvernements, etc. Bon, rien, hein, pratiquement rien. Voilà où nous en sommes, c'est-à-dire la situation s'aggrave très rapidement, et les responsables trouvent urgent d'attendre. Et si on regarde les gouvernements, les principaux gouvernements responsables du réchauffement global, c'est très amusant, c'est très iconique. Les gouvernements américains expliquent nous ne pouvons rien faire si les gouvernements chinois, qui sont aujourd'hui les principaux pollueurs de la planète, les principaux émetteurs de gaz, qui a même dépassé les États-Unis, si le gouvernement chinois ne fait rien, nous ne pouvons rien faire. Et le gouvernement chinois répond avec raison, eh bien, les Américains qui polluent l'atmosphère depuis des dizaines d'années, sinon un siècle,
c'est à eux de commencer. Hein. S'ils commencent à prendre des mesures drastiques, nous, bon, on verra. Hein. Bien. Et ils s'envoient la balle. Et ils se mettent d'accord, en fait, pour les faire. Et les gouvernements de l'Europe, enfin l'Europe unifiée, expliquent, non sans raison, que puisque les Chinois et les Américains, qui sont les principaux responsables de réchauffement global, ne font rien, eh bien, ce n'est pas nous, l'Europe, qui pouvons résoudre le problème. Hein. Donc tout le monde se met d'accord qu'il faut attendre, qu'il faut renvoyer à la prochaine conférence. À la prochaine conférence, on va décider quelque chose, et à la prochaine, on attend la suivante, et ainsi de suite. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle les business as usual au niveau diplomatique. Il y a un business as usual économique, et un autre qui est au niveau diplomatique. Voilà, donc ça c'est le pessimisme de la raison. La situation est grave, elle s'aggrave de jour en jour, de plus en plus rapidement, et le responsable, entre guillemets, ne font pratiquement rien. Voilà. Donc, un constat tout à fait inquiétant. Bien, j'ai terminé le premier chapitre, je passe au deuxième, l'optimisme de la volonté. C'est l'écosocialisme. Bon, qu'est-ce que c'est l'écosocialisme? Ben, ça résulte de la compréhension que le problème, disons, de la catastrophe écologique, du réchauffement global, ce n'est pas uniquement la mauvaise volonté de certains gouvernements, la stupidité de certains banquiers ou entrepreneurs, etc. Non, c'est un problème plus fondamental, c'est un problème systémique. C'est les systèmes capitalistes, industriels, modernes, dans lesquels nous vivons, qui conduisent à cette catastrophe. Donc, il faut penser à des alternatives radicales. Qu'est-ce que ça veut dire radical? Ça veut dire aller à la racine du problème. Et la racine du problème, c'est quoi? Bon, c'est le capitalisme. Donc, il faut penser à des alternatives non capitalistes, ou plutôt anticapitalistes. Et c'est là où apparaît cette proposition de l'écosocialisme. Alors, c'est quoi l'écosocialisme? C'est, disons, un socialisme qui rompt avec le productivisme, et c'est une écologie qui se considère, qui se définit comme anticapitaliste. Donc, ça implique aussi une démarche critique, c'est-à-dire une critique des variantes du marxisme qui sont productivistes, qui ont prédominé tout au long du XXe siècle, et d'autre part une critique de l'écologie qui s'accommode avec le capitalisme, l'écologie sociale libérale, hein, qui est celle de Parti vert qu'on connaît. Bien, donc ça, l'écosocialisme résulte de la convergence, de la fusion, si vous voulez, d'une écologie socialiste et d'un socialisme écologique. C'est l'idée qu'une écologie qui n'est pas socialiste ne peut pas vraiment affronter les problèmes, et un socialisme qui n'est pas écologique n'est pas à l'auteur des défis du XXIe siècle. Bon, c'est ça un peu l'idée centrale, si vous voulez, de l'écosocialisme. Bon, ça implique aussi de réviser, bon, la plupart des écosocialistes se réclament de l'héritage marxiste, de la critique marxiste du capitalisme, mais ça implique aussi un certain retour sur certains textes du marxisme, ou même de Marx et Engels. Par exemple, certains textes de Engels, notamment, qui disent « Les socialismes, c'est les changements des rapports de production. Il s'agit de supprimer les rapports de production capitalistes qui sont devenus des obstacles au libre développement des forces productives. Ils sont devenus des freins qui empêchent le libre développement des forces productives. » C'est ça les socialismes, hein, c'est ça la révolution socialiste. Eh bien, du point de vue de l'écosocialisme, on doit aller au-delà de ce type de formulation et on doit se poser la question d'un changement, évidemment, des rapports de production, c'est-à-dire à la place de la propriété privée, la propriété sociale, la propriété collective des moyens de production, mais on doit se poser aussi les changements de force productive, de l'appareil productif. Bon. Il faut appliquer à l'appareil productif ce que Marx disait de l'appareil d'État. Marx disait, après la Commune de Paris, les travailleurs ne peuvent pas s'approprier l'appareil d'État bourgeois et les mettre à leur service,
ils doivent le remplacer par quelque chose de complètement différent, ils doivent les briser même, dit-il, et remplacer par un autre type de pouvoir démocratique des travailleurs, etc. Mutatis mutandis, ça doit s'appliquer à l'appareil productif. L'appareil productif existant, créé par le capitalisme, fondé sur les énergies fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz, etc., ou l'énergie nucléaire, qui est encore une fausse alternative, bon, doit être remplacé par autre chose fondée sur des énergies renouvelables, le soleil, l'eau, les vents, etc. Donc il y a toute une transformation radicale de l'appareil productif et en outre aussi une transformation du modèle de consommation. C'est pas que les gens consomment trop, hein, mais le modèle de consommation est vicié, il est faussé, il est artificiellement construit par la publicité, par l'idéologie du consumérisme, etc. Donc, il faut une rupture avec ce modèle de consommation. Et il faut aussi un autre type de transport, hein, à la place de la voiture individuelle, le transport public, gratuit, la bicyclette, les espaces piétons, etc. Bon. Donc, vous voyez, peu à peu, on voit que la transformation telle que l'écosocialisme l'envisage implique un changement très très profond, très radical, vraiment implique un changement du paradigme de civilisation. C'est-à-dire à la place de la civilisation capitaliste industrielle moderne dans laquelle nous vivons, il faut penser à des modèles de civilisation alternatifs fondés sur une autre façon de produire, de consommer, de vivre ensemble, sur d'autres valeurs de solidarité, d'égalité, de démocratie radicale, collective et de respect de l'environnement. Une société, par exemple, dans laquelle la production ne vise pas à produire des marchandises en vue d'un profit, comme dans le business as usual, le capitalisme, mais à produire des valeurs d'usage. C'est une différence énorme. C'est une différence énorme. Bon, vous allez dire oui, mais les marchandises qu'on achète, elles ont une valeur d'usage. Les frigos que j'achète, il a une valeur d'usage. Bon, je mets mon jambon dedans et il les conserve. Bon, c'est vrai, mais les frigos de notre grand-mère duraient pendant une quarantaine d'années. Et les frigos qu'on achète aujourd'hui, il a quelque chose qui s'appelle l'obsolescence planifiée. C'est-à-dire après 3, 4, maximum 5 ans, il casse. Il casse, on doit le remplacer. Du point de vue de l'industrie capitaliste productrice des frigos, c'est très rationnel. C'est même la seule chose rationnelle. De leur point de vue, fabriquer un frigo qui dure 40 ans, c'est absurde. C'est suicidaire. Donc, c'est tout à fait logique qu'ils fabriquent un frigo qui casse après 4-5 ans. Simplement, du point de vue de la valeur d'usage et de l'intérêt du consommateur, c'est irrationnel. Vous voyez qu'il y a une contradiction entre la rationalité capitaliste et la rationalité de l'intérêt de l'usager. Et aussi la rationalité de l'environnement. Parce que chaque frigo produit consomme de la matière première, de l'électricité, du travail, etc. Bon, ça contribue à la destruction de l'environnement. Bon. Donc, vous voyez, c'est ça quand l'objet, c'est de produire des valeurs d'usage, on entre dans une toute autre logique que quand on produit des marchandises en vue d'un profit maximal. Bon. Voilà un des aspects du projet écosocialiste. Bon, maintenant, l'idée de l'écosocialisme, c'est qu'on va produire ce qui est nécessaire pour la satisfaction des vrais besoins sociaux. La satisfaction des vrais besoins sociaux dans le cadre du respect de l'environnement. Donc, il ne s'agit pas de dire que on va consommer plus ou moins, ce n'est pas en termes quantitatifs, c'est un changement de la façon de concevoir la consommation. Et on doit viser la satisfaction des vrais besoins sociaux, à commencer par
ce qu'on appelle les besoins bibliques, c'est-à-dire manger, boire, avoir un toit et s'habiller, mais aussi de besoins modernes, l'éducation, la santé, la culture, etc. Et surtout, l'écosocialisme part de l'idée que la richesse humaine, c'est moins l'accumulation de biens que la possibilité de vivre sa vie, c'est-à-dire d'avoir du temps pour vivre sa vie. Donc, réduire la journée de travail, réduire drastiquement la journée de travail pour déjà résoudre le problème du chômage, permettre à tout le monde de travailler, et pour que les gens aient du temps libre pour jouer, faire du football, faire l'amour, la musique, la politique aussi, c'est important pour la démocratie, etc. Bien. Maintenant, vous allez me dire, mais qui définit quels sont les vrais besoins sociaux? Alors là, pour nous, écosocialistes, ce n'est pas le marché. Hein? Ce n'est pas le marché qui va décider parce que bon, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent qui vont déterminer. Non. C'est les gens eux-mêmes, démocratiquement, qui vont discuter et décider les priorités. Les priorités d'investissement, de production, quels sont les biens prioritaires les plus importants, etc. C'est un débat démocratique où il y aura des opinions divergentes qui s'affrontent, etc. Les gens eux-mêmes vont décider. Ce n'est pas le bureau politique, ce n'est pas la commission du plan, c'est la population elle-même qui choisit les grandes lignes de ce qui pourrait être une planification écosocialiste. On décide qu'est-ce qu'on va produire, qu'est-ce qui va être consommé, comment on va se transporter, etc. etc. Bien. Évidemment, la première condition pour que les gens puissent choisir eux-mêmes quels sont leurs vrais besoins, c'est la suppression de la publicité. Hein? Ça, c'est vraiment le premier acte d'un processus de transition vers l'écosocialisme, parce que ça va être une transition, ça ne va pas se passer en une semaine, c'est la suppression de la publicité. Parce que la publicité, c'est une machine à décerveler, comme disait Alfred Jarry, qui nous matraque du matin au soir, du berceau à la tombe, dans la rue, dans la boîte à lettres, dans le journal, dans la télé, dans notre maison, dans notre chambre à coucher, sans arrêt, consommer, acheter, consommer, acheter. Voilà, il faut nous libérer de ça. Il faut nous libérer de ça. Et donc, supprimer la publicité, c'est le premier acte pour permettre aux gens de réfléchir à quels sont leurs vrais besoins. Sans parler de l'énorme économie en électricité, papier, matières premières, travail, etc., qu'on aura, cessera de gaspiller avec la publicité. Bon. Alors, donc, le projet, bon, vous allez dire, bon, mais ça, c'est un projet très radical, c'est un projet révolutionnaire. Et c'est vrai, hein, c'est-à-dire la proposition écosocialiste, c'est une proposition révolutionnaire. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par révolution? Et j'aime citer une phrase de Walter Benjamin que je trouve très appropriée. Alors, Walter Benjamin disait, nous les marxistes, nous avons l'habitude de dire que les révolutions sont les locomotives de l'histoire. Mais, dit-il, peut-être la chose est un peu différente. Peut-être les révolutions, c'est l'humanité qui tire le frein d'urgence du train. Et je pense que ça s'applique exactement à notre situation. Nous sommes tous dans un train, qui est le train de la civilisation capitaliste industrielle moderne. Et ce train va à une rapidité croissante vers un abîme. Il est là devant nous, un abîme qui s'appelle catastrophe écologique, changement climatique, etc. Donc la tâche révolutionnaire, c'est d'arrêter ces trains suicides de la civilisation capitaliste. Bien. Maintenant, évidemment, il ne s'agit pas pour nous d'attendre les bras croisés que la situation révolutionnaire arrive, hein, qu'elle devienne mûre, je ne sais pas. Hein, c'est pas ça. La lutte pour l'écosocialisme, il faut la commencer ici et maintenant. Sinon, elle ne va jamais arriver. On ne commence pas dès maintenant à
s'organiser à lutter pour des objectifs concrets, il n'y aura jamais de l'écosocialisme. Donc il faut participer, il faut organiser des initiatives de lutte qui ont un sens socio-écologique, qui pointent vers la direction qu'on veut aller. Et bon, par exemple, la lutte pour des transports, pour le développement d'un grand réseau de transports publics gratuits. Dans toutes les villes, par exemple en France, par exemple à Poitiers. Bon. Ça veut dire, bon, transport public gratuit, ça veut dire qu'on peut réduire petit à petit la circulation automobile, qu'on peut élargir aussi l'espace pour les autres moyens de transport, la bicyclette, les piétons, etc. Bon. Voilà, c'est un premier pas, hein, c'est pas la révolution, hein, mais c'est un premier pas, et c'est une lutte dans laquelle les gens s'organisent pour la lutte et prennent conscience des enjeux. Donc c'est une lutte dans laquelle se développe une conscience socio-écologique. Peut-être. Et c'est une lutte dans laquelle, inévitablement, on entre en conflit avec les intérêts du système, hein, parce que le système n'aime pas la gratuité. Ça va contre le principe élémentaire du capitalisme. Rien ne doit être gratuit. Tout doit être payé comptant. Bien, ça c'est l'exemple. Et dans ces luttes, même modestes, même limitées à l'échelle d'une ville, d'une région, d'un pays, etc., on peut obtenir des victoires. Par exemple, en France, on a provisoirement obtenu une victoire dans la lutte contre les gaz de schiste. Les gaz de schiste, du point de vue de l'environnement en général, du gaspillage de l'eau, mais surtout du point de vue du changement climatique, c'est une catastrophe le gaz de schiste. Donc on a obtenu une victoire importante en France en bloquant pour le moment le gaz de schiste. On est en train de mener une lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, aussi c'est un combat écologique qui correspond aux intérêts des paysans, etc., mais qui a à voir aussi avec l'environnement, avec le changement climatique, parce que les avions sont une des sources d'émissions de gaz, etc. Donc, ces luttes sont importantes et il faut commencer par ça. Hein. Il faut commencer par des luttes concrètes de ce type. Et parfois, on rate des occasions. Par exemple, en France, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, il y a eu une grève dans la SNCF. Les travailleurs du fret sont entrés en grève parce que le gouvernement, c'était Sarkozy à l'époque, était en train de démanteler le fret pour obliger toutes les marchandises à passer par la route. Hein, c'est ce qu'on appelle le tout routier. Hein. Et on sait que le camion, outre le fait qu'il provoque de milliers de morts tous les ans, c'est une terrible exploitation des chauffeurs, etc. Bon, c'est une des sources importantes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, une des causes du réchauffement global. Bon, voilà. Donc, c'était un combat des travailleurs de la SNCF pour défendre leur outil de travail et leur emploi. Mais ça avait une portée socio-écologique. Malheureusement, les écologistes et l'opinion publique ne s'est pas emparé de ça. Donc, c'est resté une lutte catégorielle, limitée, uniquement de travailleurs de la SNCF en défense de leur emploi, et voilà, et ils ont été vaincus. Voilà. Ça, c'est un exemple de comment on a raté une occasion de provoquer une convergence entre la lutte sociale et la lutte écologique. Et c'est ça que nous devons promouvoir, hein, systématiquement, une convergence entre lutte sociale et lutte écologique. C'est ça qui nous permettra d'avancer, peut-être, il n'y a aucune garantie, vers l'écosocialisme. Bon, voilà, en quelques mots, une petite introduction, hein, juste pour nous réchauffer la discussion. Je voudrais juste, pour terminer, bon, l'écosocialisme, c'est l'optimisme de la volonté. Hein. Il n'y a aucune garantie, hein, que demain nous vivrons dans l'écosocialisme. Hein. Il n'y a aucune garantie, il n'y a pas de loi de l'histoire, ni de loi de l'économie qui les garantissent.
il n'y a aucune garantie non plus que le capitalisme va s'écrouler tout seul. Il y a certains de mes camarades marxistes qui pensent, dur coup de fer, qu'on est en train d'assister à la crise finale du capitalisme. Et je n'y crois pas. Je pense comme Walter Benjamin, encore lui, qui disait que le capitalisme ne va jamais mourir de mort naturelle. Soit on le coupe le sifflet, soit il va continuer jusqu'à je ne sais pas quand. Donc, voilà, l'écosocialisme, c'est une possibilité, c'est une perspective, un programme de lutte, une stratégie, une utopie, un programme aussi de lutte ici et maintenant, mais ça dépend de nous. C'est ça, le pays et la volonté, tout dépend de nous. Voilà, merci.